Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un long moment de pause pour une nouvelle vidéo où nous allons bien évidemment parler de comment préparer un entretien pour la naturalisation française et surtout comment rendre impossible l'échec de cet entretien. Effectivement, il y a plusieurs points à traiter et le premier, c'est l'évaluation de votre assimilation à la culture française. Ce n'est pas à vivre selon un modèle particulier, mais s'adapter et adhérer aux valeurs et aux principes de la République. Il y a là plusieurs éléments à traiter, comme on l'a traité dans l'ancienne vidéo. Il y a plusieurs choses à connaître par cœur, et ce sont des choses qui normalement relèveraient de l'ordre du logique, et vu que vous habitez en France depuis plusieurs années, vous devez connaître ces choses-là normalement. Alors il y a plusieurs choses à connaître. On va commencer par l'aspect de France comme démocratie. Eh bien, pourquoi la France est une démocratie? C'est parce que, effectivement, les gens votent. Les gens partent aux urnes et montrent leur mécontentement ou leur satisfaction en votant, en élisant un représentant politique. Ça, c'est la démocratie en France. Si on vous demande qu'est-ce que la démocratie, vous répondez que c'est l'expression à travers le vote. Ça s'appelle la démocratie. Il y a ensuite l'égalité, c'est le traitement égal et pareil pour tous les citoyens, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on doit les traiter de la même manière. Il n'y a pas de différence parce que celle-là est une femme ou parce que celui-ci est un homme. On est tous égaux face à des situations égales. Traitement égal, situation égale, pardon, traitement égal. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est le principe de l'égalité en France. Pardon, il y a le principe de la liberté qui, qui s'articule sur plusieurs points, hein. C'est la liberté d'expression, c'est-à-dire de s'exprimer, de dire ce que l'on pense, de dire ce qui traverse notre tête, sans avoir à craindre que on soit réprimé ou on soit critiqué derrière. Il y a la liberté de croyance, on peut croire ce qu'on veut, on est libre encore une fois de croire ce qu'on veut. Il y a la liberté de penser, il y a la liberté d'opinion, on a le droit de penser ce qu'on veut. Il y a la liberté de se réunir, qui est la liberté d'association. Depuis 1901, on peut créer des associations, on peut parler, chose qui a été interdite en 1783. Il y a eu l'interdiction des corporations. Là, avec la nouvelle constitution et les droits, la déclaration des droits de l'homme, on a le droit à, euh, à la réunion, c'est-à-dire qu'on peut librement demain créer une association. Ça, c'est un point très important que vous devez de connaître. Il y a effectivement, on a dit qu'on a la liberté de s'exprimer, la liberté de dire ce que l'on pense, mais il y a là des limites. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur le principe de la liberté d'expression. On ne peut pas injurer une personne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas insulter une personne, on ne peut pas tenir des propos diffamatoires, c'est-à-dire des fausses choses. Là, on a là les limites à la liberté d'expression. On ne peut pas venir à droite et à gauche et dire ce que l'on pense tout en faisant du mal à une autre personne. Là, c'est une limite à la liberté d'expression. Il y a une autre question à laquelle je voulais répondre, c'est celle de savoir si on pouvait refuser la naturalisation française à une personne. Eh bien oui, même si vous êtes marié avec une personne qui a déjà la nationalité française et vous demandez votre nationalité à ce titre, on peut vous refuser si on estime que lors de l'entretien d'assimilation, vous n'avez pas toutes les connaissances nécessaires pour être naturalisé français. On pourrait également vous poser la question de savoir si on a le droit dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, de porter des signes religieux. Eh bien la réponse est non. D'après une loi, celle du 15 mars 2004, il y a une interdiction formelle de porter à l'école des signes ou des tenues qui manifestent ostensiblement, c'est-à-dire de manière trop visible, votre appartenance à une religion précise. Il faut savoir que l'administration française est neutre. L'école étant une institution française, cette interdiction vient appuyer cette neutralité vis-à-vis de l'appartenance à des religions quelconques.
Dans le même sens, les agents publics, à savoir les fonctionnaires, les personnes qui travaillent pour les mairies, pour les collèges, pour les lycées, pour les conseils départementaux, les conseils régionaux, n'ont absolument pas le droit de porter des signes religieux ostentatoires. Si on vous pose la question de savoir de comment sont financées les institutions publiques, ou plus précisément, qui paye le service public en France, la réponse que vous devez apporter, c'est celle de dire que le service public est financé par les citoyens. Alors comment ce service public il est directement financé par les citoyens? Eh bien, c'est pas un effet direct, c'est indirectement financé parce que les citoyens, à hauteur de leurs revenus, payent un impôt, c'est l'impôt sur le revenu, et c'est cet impôt sur le revenu qui permet de financer le service public. Donc ce sont vos impôts qui permettent de payer le service public des administrations. On peut également vous poser la question de savoir est-ce que les jeunes, ou du moins même les Français, les citoyens, peuvent participer à l'armée en cas de guerre? Eh bien la réponse est oui. C'est pour cela que l'on vous demande à l'âge de 16 ans d'aller vous recenser à la commune de votre résidence et participer à la journée de défense et citoyenneté. Si on a besoin de vous et que demain il y a la guerre, on va vous appeler pour faire partie de l'armée. Sachez-le, c'est une question qui tombe assez souvent. Si on vous appelle, demain on a besoin de vous parce qu'il y a la guerre, eh ben vous allez devoir participer à cette guerre parce que c'est un devoir de citoyen français. Il est également possible que l'on vous demande comment sont élues les deux chambres législatives qu'on a en France. On a l'Assemblée nationale d'une part et le Sénat d'autre part. Ces deux chambres constituent le Parlement. Le Parlement, il a pour principale fonction d'élaborer des lois et de les voter. Alors revenons à la base. Comment sont élues ces deux chambres législatives? Eh bien, pour ce qui est de l'Assemblée nationale, c'est directement le peuple qui s'exprime. C'est le peuple qui va aux urnes et qui vote pour les députés. Par contre, pour ce qui est du Sénat, c'est tout autre chose, parce que ce ne sont pas le peuple directement qui vote, mais c'est le peuple, sauf que c'est indirect. C'est à travers les grands électeurs. Vous savez que lorsque vous votez pour les élections municipales, vous élisez une liste. Et donc du coup, vous élisez un maire. Ce sont les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux qui, eux, votent pour les représentants au Sénat. Donc il faudra faire la différence entre ces deux choses. Pour ce qui est de l'Assemblée nationale, c'est le peuple. Pour ce qui est du Sénat, c'est les conseillers municipaux, départementaux et régionaux. Et bien pour ne pas densifier cette vidéo, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vais encore et encore parler de comment rendre impossible cet échec lors de l'entretien d'assimilation en vue d'obtenir la nationalité française. Bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon courage tout le monde et à bientôt.